Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce débat du dimanche où il sera question de la finale de la Coupe du Monde de moins de 17 ans, de l'investiture des présidents Alassane Ouattara et Mamadou Issoufou et de la colère du président sénégalais Macky Sall contre le Fonds monétaire international. Autour de la table, Adam Thiam du Républicain Arawan Express, Etienne Fakaba Sissoko, professeur d'université, Ousmane Fafabamba, directeur de publication de Info7 et Omar Sangaré, juriste. Messieurs, bonsoir et merci d'être venus pour ce débat. Une fois n'est pas coutume, c'est sur la Coupe du Monde de moins de 17 ans qui se joue au Chili que nous ouvrons ce débat du dimanche, une finale qui est prévue dans la nuit de dimanche à lundi donc et qui opposera un habitué, le Nigeria en quête d'un 5e titre, le Mali qui vise une première couronne dans cette compétition pour sa première présence à ce stade. Etienne Fakaba, le Nigeria pour un 5e titre, le Mali pour la première fois, à quoi peut-on s'attendre finalement? Non, moi, ce qui est important, c'est d'abord de féliciter ces jeunes qui se retrouvent aujourd'hui à un stade où on ne les attendait absolument pas. Pour qui connaît les conditions dans lesquelles les préparations sont faites chez nous, pour qui connaît un peu l'organisation. Mais encore une fois, ce qui est important aussi de souligner, c'est le fait que le staff est composé essentiellement de nationaux. Ça, c'est un fait aujourd'hui qui est à souligner. Chaque fois que nous avons payé des entraîneurs à des milliers et des millions de francs CFA, le résultat qu'on attendait n'est pas venu. Et aujourd'hui que des nationaux sont devant la scène publique, devant les affaires, on voit un résultat patent. Donc, cela va à l'endroit, ces félicitations vont à l'endroit de leur staff, des jeunes eux-mêmes, mais aussi du ministère qui est en charge aujourd'hui de ce département-là. Le Nigeria, oui, le Nigeria est un poids lourd, 2 expériences déjà en finale, mais vu le parcours de ces jeunes, moi je reste confiant que nous pouvons remporter cette coupe et je l'espère de tout cœur pour nos jeunes. Ousmane Bamba, le staff malien est composé uniquement des nationaux. Cela peut sonner la fin du mythe des sorciers blancs en Afrique. Je le pense, parce qu'à chaque fois qu'on est arrivé à ce niveau, ça n'a jamais été avec un entraîneur expatrié. Donc c'est une leçon que nous devons apprendre. Mais au-delà de tout ça, la leçon fondamentale que moi je retiens, c'est que les jeunes montrent la voie aux politiques. C'est-à-dire aujourd'hui, la fierté nationale tient beaucoup plus au sport qu'à tout. Les Maliens, c'est le genre de Mali dont on rêve. Donc il revient maintenant aux politiques de mouiller aussi le maillot comme les jeunes le font pour que la gestion de ce pays-là se fasse dans de bien meilleures conditions et que le panier de la ménagère et nos poches ressentent réellement le changement qu'on tant recherché aujourd'hui. Adam Thiam, depuis 1993, une finale 100% CEDEAO, on a vu en 1993, le Nigeria et le Ghana, 2015, le Nigeria et le Mali. C'est quoi le mythe finalement? Non, c'est vrai, c'est-à-dire que c'est une finale CEDEAO, ça veut dire que les meilleurs joueurs au monde, le monde de 17 ans, sont dans l'espace CEDEAO. C'est réjouissant et dans ce sens-là, effectivement, que le meilleur gagne. Et le match se jouera à 22h heure d'ici. J'espère que le meilleur sera quand même les Aiglonnais du Mali qui ont atteint un stade, mais vraiment jamais atteint par une équipe malienne de ce rang à la Coupe du Monde. Et puis on les a vus jouer sans complexe. Ce sont de très bons joueurs. Ils ont étrillé la Belgique, ils ont étrillé la Corée, ils ont étrillé la Croatie. C'est une très très bonne équipe et on espère simplement que la prestation de ce soir ne sera pas décevante. Mais ce que je voulais dire et que Bamba avait dit, c'est un peu les leçons. C'est-à-dire, les Aiglonnais ont démontré que la jeunesse a un potentiel. Que si ce potentiel est exploité, il peut aller très loin. Les Aiglonnais ont démontré que le problème, c'est peut-être les adultes, et au sein des adultes, la classe politique, l'élite bureaucratique, etc. Tous ces facteurs qui font effectivement que nos pays sont à la traîne. Omar Sangaré,
Bon, ce qui marque le plus l'embellie et la performance de cette jeunesse-là en matière de football, c'est d'autant plus la finesse et la qualité du jeu, les dédoublements et le genre, n'est-ce pas, de cohésion au sein de cette équipe, et puis ce talent d'aller de l'avant qu'ils ont mis en place, qui nécessairement va fonder un espoir nouveau sur l'horizon footballistique malien. Mais au-delà des leçons évoquées par les prédécesseurs, il y a aussi une autre dividende qu'on peut attendre de cette performance-là. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le concept de cohésion. Au-delà, c'est-à-dire de l'émulation que cette équipe a créée, est aussi parvenue à fédérer un certain sentiment national autour de l'esprit de supporting. Les gens sont d'accord pour faire l'unanimité autour de la notion de se mettre ensemble derrière ces jeunes-là pour que réellement la coupe puisse être malienne. Mais qu'à cela ne tienne, il y a un dispositif en place qui va un peu de ce qu'on appelle la trilatérale, c'est-à-dire l'entraîneur local qui l'a cité, les supporters unis derrière eux, la performance des joueurs de par leur qualité de jeu et le développement qu'ils ont su montrer sur le terrain, la capacité de résistance face aux équipes qui auparavant étaient considérés comme des véritables dinosaures du football mondial. Aujourd'hui, tout cela fait un peu ordre autour de cette équipe et crée, n'est-ce pas, une certaine fierté nationale et au-delà, l'appartenance à la nation malienne se dicte comme une loi de performance et une loi d'aller de l'avant. Moi, j'en suis fier. D'accord. Etienne Fakaba, est-ce que le Nigeria est sa 8e finale, il en a remporté 5. Est-ce que l'expérience nigériane ne va pas prévaloir? Non, aujourd'hui, ce que Sangaré vient de dire, c'est ce qui va être la force de notre équipe aujourd'hui. La cohésion qu'il y a au sein de cette équipe et le capital expérience qu'ils ont pu emmagasiner tout au long de ce parcours. On se souvient encore de leur performance pendant la Coupe d'Afrique, où ils ont été époustouflants, et ils viennent de réitérer encore cette expérience-là. Donc, au-delà du bagage que ces Nigériens ont, nous allons compter beaucoup plus sur la motivation, sur la détermination et sur cette volonté de rendre le peuple malien fier de cette équipe-là. Pendant les temps, par ces temps qui courent, on a besoin de ça pour créer un sentiment de cohésion, de fierté autour de quelque chose. Et le football aujourd'hui, comme en Afrique du Sud dans le temps, nous montre cette voie et nous donne l'occasion de le prouver. D'accord, oui. Bamba, vous voulez réagir? Je voulais dire que l'autre leçon ou l'autre lecture que je voulais faire de cette victoire, c'est que chaque fois que nous avons adopté les standards internationaux qui ont cours partout, nous avons eu les mêmes résultats que les autres. Donc il faut qu'en Afrique, on cesse le débat. Chaque fois qu'on veut transporter ici une innovation, on dit qu'il faut les adapter à nos réalités. On a vu que la réalité est très claire, c'est la formation des jeunes, c'est les écoles de foot. C'est partout la même chose, c'est les mêmes règles. Et chaque fois qu'on les a respectées, donc on a vu le résultat. Donc arrêtons le débat de dire chaque fois que, par exemple, la démocratie, oui, il faut l'adapter à nos réalités africaines ou autres. Là, la démocratie, c'est la démocratie. Comme le foot, ces règles sont le foot. Appliquons-les et il n'y a aucun problème. Adam Thiam, l'année 2015 est une année exceptionnelle pour le continent africain. On a vu Issa Hayatou, même président intérimaire, pour la première fois un Africain à la tête de la FIFA. Pour la première fois depuis 1993, deux équipes africaines se retrouvent en finale. C'est quoi? C'est la témoin de la bonne santé du football africain. Bon, Hayatou est président parce que Sepp Blatter est sous le coup d'une investigation, est suspendu par la FIFA. Il assure l'intérim. C'est différent. Maintenant que deux équipes du continent, enfin, que deux équipes de la sous-région ouest-africaine se retrouvent en finale, est une chose effectivement impressionnante. Mais il ne faut pas non plus accorder à cette Coupe du Monde des moins de 17 ans peut-être l'importance qu'elle n'a pas dans la hiérarchie la FIFA. Parce que quand on écoute les médias, on parle très peu. Quand on regarde les médias, on parle très peu de la Coupe du Monde junior. Moi, ça fait 3 jours que j'essaie de guetter un commentaire sur l'équipe malienne. Aujourd'hui, ils ont parlé de tout-puissant Mazembe, ils ont parlé même des matchs de France, etc. Donc, c'est difficile de voir ça. Et l'autre chose dont il faut se garder, c'est la transposition mécanique. Ce n'est pas parce que tu as des bons entraîneurs à ce niveau, parce que ce n'est pas parce que tu as de bons joueurs locaux à ce niveau que forcément tu as une équipe qui est bonne et qui doit être entraînée par les locaux. Le Nigeria en
en est l'exemple. Donc ça fait sa 8e finale. C'est l'une des meilleures équipes du monde à cet âge-là. Mais chaque fois qu'il s'agit de la compétition senior, que ce soit la CAN ou la Coupe du Monde, on a vu ces résultats. Mais je suis d'accord. Je pense que les Aiglonnais doivent être encouragés, quelle que soit l'issue du match d'aujourd'hui. Et il ne faut pas prophétiser parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, mais quelle que soit l'issue, ils ont défendu les couleurs du pays, ils méritent d'être ovationnés. D'ailleurs, le président de la République n'a pas attendu la finale pour faire un message de félicitations, et je crois effectivement que c'est déjà ça. Et enfin, pour terminer, j'étais long, mais excusez-moi, c'est que le sport et les arts tiennent le Mali. C'est les deux segments qui tiennent le Mali. Même l'équipe nationale des Aigles, on est 3e continental depuis longtemps. Basket, nous sommes parmi les premiers. Et là, nous avons une équipe junior cadet qui est en finale. Et voyez aussi les artistes. Nous avons aujourd'hui, sur le continent, les artistes qui sont, par exemple, les plus en vue, qu'il s'agisse de Salif Keita, Moussangare, Toumani Diabaté et j'en passe. Mais n'oubliez pas d'avoir Keita aussi qui a été champion du monde quand même. Voilà, oui, Etienne, allez-y. Oui, juste pour ajouter qu'à ce niveau, c'est parce que justement, il n'y a pas toute cette communication autour, il n'y a pas tout cet enjeu-là d'une Coupe du Monde des seniors, que la gouvernance autour du football est encore claire. Et les résultats que nous avons au niveau international des équipes africaines reflètent un peu le mode de gouvernance que nous avons au niveau de nos équipes nationales. Et pour une des rares fois, moi je tiens vraiment à féliciter le ministre des Sports actuel qui depuis son arrivée a des résultats, que ce soit dans le domaine du basket, dans le domaine du football, a des résultats. Cela dénote d'une chose, ce que la gouvernance du football au niveau national est en train de bouger. Et c'est cela dont il faut mettre l'accent. Oumar Sangare, si Mali arrive à être champion, cela peut amener la fédération malienne de football à s'entendre parce qu'à combattre ce bicéphalisme-là qui prévoit actuellement, on a pratiquement 2 présidents. Non, c'est-à-dire l'extrême d'une... On n'a pas 2 présidents. Non, une victoire certaine, parce que j'ai dit certaine, j'en suis confiant. Je sais que ça va venir, cette coupe-là au Mali. Oui, ça va venir. Non, j'ai dit... Cette coupe-là, le fait de la remporter, certainement, ne va pas, moi personnellement, avoir un impact sérieux sur ce qu'on appelle les élans égocentriques de ceux qui sont à la recherche du leadership en matière de football au Mali. Vous savez, il n'y a pas de liaison possible entre le désir fort de ces jeunes-là et le renforcement de la capacité de battants que ces jeunes-là ont déployé de tout le temps qu'ils sont dans cette compétition, et puis l'ardeur avec laquelle les gens sont en train de se tirailler ici pour des strapontins, comme on dit, de gestion de l'instance footballistique pour quelques intérêts personnels que ce soit. Mais de là, à ne pas au moins voir une certaine symétrie que Adam Cham a fait avec d'autres niveaux de compétition internationale, cela m'étonne fort. Parce que moi je dirais, que ce soit une Coupe du Monde junior, Coupe du Monde senior, Coupe du Monde toute proportion gardée, ça reste quand même dans la symbolique, quelque chose qui unit les États, qui met les États en compétition. S'il t'arrivait, qu'il s'avérait que l'équipe nationale remportait, c'est au moins un plus dans la considération et dans l'estime dans le monde footballistique malien, et l'enorgueillement des Maliens ne fait que se renforcer, d'autant plus que notre élan d'appartenance à ce pays est davantage assorti d'autant de bonus, de considération et d'estime. Cela est nécessaire et fondamental. Moi, j'aime ça. Je dis simplement que ce n'est pas comme si gagner la Coupe du Monde senior. Oui, c'est pareil. Voilà. Mais en tout cas, c'est le seul moment où il n'y a pas d'opposition ni de majorité. Tous les Maliens sont unis devant un seul objectif, et ça, c'est déjà beaucoup. Ça, on en a besoin dans ce pays. Et c'est peut-être ce qu'il faut faire dans les autres segments de la vie. Ouais, absolument. Alors, on ne va pas jouer au sorcier pour pronostiquer sur ce match, mais quelle que soit l'issue de ce match, c'est l'Afrique qui gagne. Absolument. 2-1 pour le Mali. C'est l'Afrique qui gagne, ça montre une fois de plus que chaque fois que les règles sont toujours claires, que l'Afrique a tiré son épingle du jeu. Et soyons confiants, c'est comme la foi. Le Mali remportera cette coupe, Inch'Allah. Ok. Deuxième thème de ce débat, la Côte d'Ivoire, où le président Alassane Ouattara, largement réélu à la tête du pays, a donc prêté serment mardi dans une atmosphère apaisée, puisque les principaux candidats malheureux étaient présents, assis en première ligne, sans complexe ni dédain pour le vainqueur.
Adam Thiam, cette attitude de l'opposition ivoirienne marque-t-elle la naissance d'une nouvelle conscience ivoirienne? On a vu les principaux opposants à Ouattara en première ligne à son investiture. Alors, donc, il faut dire qu'il y avait déjà des gens qui avaient jeté l'éponge. Et je pense effectivement jeter l'éponge en cours de jeu n'est pas très démocratique. Et surtout, ils l'ont fait en stigmatisant le processus électoral, donc en cherchant à le décrédibiliser. Mais c'est vrai, j'ai Pascal Affi-N'Guessan qui prend son téléphone pour féliciter son adversaire. Ça participe de la démocratie. Mais la symbolique de l'investiture de Ouattara me paraît aller bien au-delà et j'espère qu'on va revenir sur ça. Oui, Étienne Fakaba. Ce qui est important, c'est que de toute façon, on s'attendait à cette victoire-là au regard un peu de son bilan économique qui est quand même assez satisfaisant. Mais le principal défi qui l'attend aujourd'hui, c'est le défi de la réconciliation. En l'absence de son principal opposant ou de son principal rival, Laurent Gbagbo, qui aujourd'hui est le seul, il faut le dire, à pouvoir peser lorsqu'il y a une élection en Côte d'Ivoire. En l'absence de ce dernier, donc, on s'attendait à sa victoire. Maintenant, ce qui est important aussi de dire, c'est que pendant son premier mandat, il a échoué sur le sentier de la réconciliation. Il a échoué sur la question de la justice sociale, sur le fait aujourd'hui que tous les Ivoiriens se reconnaissent en lui comme étant le président. Parce que tout simplement, le camp de Laurent Gbagbo a été toujours stigmatisé. C'est ce camp-là qui s'est toujours retrouvé devant la justice. C'est eux qui ont été à la Cour pénale internationale. Donc aujourd'hui, il y a urgence pour, d'abord au niveau national, mais aussi pour la Cour internationale, de réfléchir sur cela et de faire en sorte que tous les Ivoiriens qui ont de près ou de loin participé au massacre que nous avons connu répondent effectivement devant la justice. Donc pendant ces 5 années-là, c'est le principal sentier qui l'attend. Et aujourd'hui, que ce soit la société civile ou la classe politique, tous sont unanimes là-dessus qu'il faut arriver à bout de cela pour amorcer un processus de développement. Et deuxième enseignement, pour terminer, c'est le défi de la croissance. C'est vrai aujourd'hui qu'il y a une croissance en Côte d'Ivoire, mais il se trouve justement que cette croissance est capotée par une minorité d'Ivoiriens. Et cette croissance ne se ressent pas, comme on le dit, dans le panier de la ménagère. Pourtant, c'est ça l'objectif ultime, l'amélioration du niveau de vie des populations, l'amélioration des conditions de vie des populations. Donc il faut arriver à faire en sorte que cette croissance se ressente à tous les niveaux. Ousmane Bamba, on peut s'attendre à voir maintenant le vrai visage de Ouattara, puisque ses adversaires l'attendent sur bien des sujets qu'il n'a pas pu réaliser au cours de son premier mandat. Non, moi je pense que je suis en partie d'accord avec mon ami Étienne, mais je voulais simplement dire qu'il faut commencer quelque part. Je ne suis pas d'avis que la justice n'a commencé que dans l'autre camp. Je pense que la justice suit, c'est un processus. Le processus suit son cours et d'autres personnes pourraient être, même de son camp, demain se voir devant la justice pour répondre des faits qui leur sont reprochés. Ça, il n'y a pas de souci pour ça. Non, pas un mandat plus tard, il a encore 5 ans. Dans 5 ans, on peut tout faire. Mais je voulais simplement dire qu'en plus des 2 défis, c'est le défi de la sortie. C'est aussi un grand défi. C'est vrai qu'il faudra... la sortie des crises. Non, il faudra d'abord réussir la réconciliation en révisant la Constitution parce que le problème de l'Ivoire cause problème. Le défi économique, faire en sorte que la Côte d'Ivoire redevienne la locomotive de l'Afrique de l'Ouest, mais fondamentalement le défi de la sortie du pouvoir. Parce que ça, c'est un défi. Il ne faudrait pas que quelque part, les choses changent et qu'il veuille un jour, lui aussi, peut-être répartir dans la Constitution et avoir un 3e mandat. Je le trouve trop structuré. Je trouve aussi que la première dame qui est derrière lui est aussi trop structurée parce que très souvent, on oublie le poids des premières dames dans l'équilibre de nos chefs d'État. Je pense que s'il arrive à sortir, comme le président Konaré est sorti ici au Mali, avec la gloire qu'on lui connaît, là, ça va être l'Alassane que l'on connaît. Voilà. Et donc, voici les 3 réconciliations. Politique, économie et le 3e, la sortie. Parce que nous, on a vu chez nous que le difficile, ce n'est pas... Pour un leader, le difficile, c'est réussir d'abord sa succession. Vous avez été un beau... c'est-à-dire que vous pouvez être un bon leader. Si la succession n'est pas réussie, votre leadership manque encore de quelque chose. Donc c'est ça que moi, je lui demande de voir et de travailler sur ça. Afin que, après son 2e mandat, la Côte d'Ivoire retienne encore le nom d'Alassane.
Adam Thiam, Alassane Ouattara s'est envolé hier pour la France. Pourquoi cette première visite, pour son deuxième quinquennat, cherche-t-il un appui encore plus accru de Paris? Entre Paris et Abidjan, c'est connu, il y a une histoire. Même sous Gbagbo, même si par moment, Gbagbo effectivement a eu l'impression que la France était une puissance néocoloniale qui voulait le réduire. N'oublions pas qu'il y a eu l'accord de Marcoussis, n'oublions pas que la France était la puissance derrière l'ONUCI, et n'oublions pas que Alassane Ouattara lui-même a toujours eu avec le leadership français de très bonnes relations. Et donc cette visite, je n'en connais pas le mobile, mais je ne suis pas étonné. Un pays qui fait 9% de croissance, qui a été une place forte de la France et pratiquement de l'Occident en Afrique de l'Ouest, qui retrouve progressivement la paix et la sérénité, ne peut pas être un pays à laquelle la France est indifférente. Oumar Sangaré, on a assisté à une présidentielle sans mort. Cela démontre aujourd'hui qu'il est possible d'organiser des élections sans mort en Afrique. C'est réalisable. La Côte d'Ivoire a quand même démontré l'exemple. Les Ivoiriens viennent d'échapper un peu à ce qu'on appelle le syndrome indien. Par exemple, la malédiction indienne, ça je vous l'ai dit. Il y a d'abord le cumul de 3 séries d'intelligence. D'abord, il y a la maturité de la classe politique. Ensuite, il y a eu ce qu'on appelle le raffinement d'idées du corps social dans son ensemble. Chacun est resté un peu dans son positionnement, pas très habituel, parce qu'il n'y a pas eu cassure, il n'y a pas eu fracture. Et aussi, on est resté un peu sur un élan du respect total des institutions qui ont eu à gérer cette élection. Donc, la mise en commun de ces 3 intelligences ont combiné à ce qu'il est convenu d'appeler la stabilité ivoirienne. Maintenant, Alassane, quand on essaie de voir sa personne, aura-t-il le poids nécessaire de transcender ces clivages socio-ethniques, d'aller au-delà de son seule appartenance partisane, pour au moins poser l'acte majeur que tous les Ivoiriens attendent de lui. Ça veut dire quoi? L'équation aujourd'hui de stabilisation pour une pérennisation réelle en Côte d'Ivoire passera par la mise en place de structures de gestion de l'après-crise. Parce que jusque-là, le bilan n'a pas été suffisamment soldé. De 11 ans de crise, on n'a vu que des condamnations unilatérales. Du camp Alassane, on n'en a pas vu. Et imaginons un instant. Alassane parle de réconciliation et parle de justice, parle de paix. Mais quelle justice a-t-on vu en Côte d'Ivoire? C'est une justice de Nuremberg, où les Hitlériens ont perdu, tout ceci se sont retrouvés sur le tarmac. Donc pratiquement, Alassane doit au moins poser l'acte ultime qui va faire que son nom va survivre à sa présidence. Cela passe par la nécessité d'une justice fiable, viable, équitable, ne prenant pas en compte l'abomination d'un camp au détriment d'un autre camp, qu'ils essayent de fondre les Ivoiriens dans une dynamique, pas de sélection, mais de traitement équitable, pour que chacun puisse trouver son compte chez le justicier. Maintenant, de son camp, n'a-t-il pas eu des bourreaux? N'a-t-il pas eu aussi des victimes? Oui. Et de l'autre camp, y a-t-il pas eu des bourreaux? Y a-t-il pas eu des victimes? Oui. Donc ne restons pas là. C'est le président de tous les Ivoiriens. Il est attendu sur pas mal de chantiers. Voilà. Oui, Adam, je crois que l'impératif de justice n'est pas négociable. Okay? Il y a des gens recherchés dans les deux côtés. Mais il ne faut pas non plus faire semblant. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est qu'une partie a perdu l'élection, une élection certifiée par les Nations Unies, mais a voulu rester au pouvoir et a utilisé la machinerie de l'État pour réprimer autant que possible. En tout cas, c'est ce que les Nations Unies nous ont dit. Alors, ce n'est pas parce qu'on a le cœur à gauche ou on est le truc qu'il faut forcément travestir la vérité. La vérité, c'est que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui en Côte d'Ivoire sont ceux qui avaient été déclarés vainqueurs de l'élection sous la certification des Nations Unies. Ça, c'est une précision importante. Oui, allez-y, on vient à vous, Fakaba, tout à l'heure. Oui, allez-y, non, moi, j'ai dit que c'est une précision importante. Il faut, pour résoudre le problème, il faut savoir d'où on est venu. Effectivement, il y a une élection. Alors, nous sommes en Afrique aujourd'hui. La démocratie est en train de faire son chemin. Comment se fait-il que ceux qui ont été battus, en tout cas, c'est le message qui nous a été donné. Et ceux qui ont été battus refusent de reconnaître le résultat des élections. Alors, s'il y a crise après,
Bon, c'est vrai que l'autre camp aussi a fauté, mais l'origine de la crise, c'est moins les partisans d'Ado que les partisans de l'ancien régime. Moi, je le trouve. Etienne, vous semblez pas Donc, d'accord. voilà. Prendre parti de cette façon semble être très légère. Semble être légère et des raccourcis. S'il vous plaît, on parle laissons la parole d'abord à Etienne, respectons-nous. Ne nous faites pas le procès de la légèreté. Nous nous sommes basés sur le verdict des Nations Unies. Je vous ai laissé parler. D'accord, le message. Allez-y. Etienne, réagissez. Allez-y, s'il te plaît. Allez-y. Aujourd'hui, la question n'est pas de savoir si notre cœur est à gauche ou notre cœur est à droite. C'est un faux débat, moi, de mon point de vue. La question fondamentale, elle est de savoir aujourd'hui, comme Sangaré l'a dit, est-ce qu'il y a des bourreaux et des victimes d'un côté comme de l'autre? La réponse est oui, bien évidemment. Et est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui se retrouvent devant la justice, c'est les deux côtés? La réponse, elle est non. Il n'y a qu'un seul côté aujourd'hui qui se trouve devant la justice. Et donc, si Laurent Gbagbo est aujourd'hui devant la justice, Dramane Ouattara, quel que soit le moment, doit être également devant la justice. Et ces partisans qui se sont rendus coupables de crimes, d'exactions, doivent être également devant la justice. Et aujourd'hui, dire que c'est les pro-Gbagbo ou Gbagbo qui a perdu les élections, moi, ça me semble être encore une fois de plus de la légèreté. Parce que le jugement que nous avons n'est pas de cette nature à confirmer ce qui vient d'être. Omar je ne suis pas pour un débat juridique sur la table, mais le principe fondamental, dans le cas précis de la Côte d'Ivoire, réside dans un faisceau d'indices qui est là. Je vais vous dire, ça dit une réelle victoire de Alassane Ouattara et sa contestation par l'ingénierie politique de Gbagbo est une pure imagination de Adam et de l'autre là. Sinon, ça ne trouve sa justification que dans leur propre réflexion. Moi, j'en suis pas sûr. Tout le monde sait. Il s'agit d'établir le principe de préséance entre le Conseil constitutionnel, qui est l'organe d'habilitation nécessaire pour la proclamation des résultats, et le Conseil consultatif électoral qu'on a renfermé sous l'étiquette de la CENI. Maintenant, le principe, on n'engage pas sur la théorie de la véracité. Mais ce qui est faux, ce sont les Nations Unies qui ont validé le scrutin de 2010. Mais les Nations Unies ne peuvent pas valider à la place des Ivoiriens. Et soyons francs, les résultats à la place des Ivoiriens. Ça, c'est ce que je vais vous dire. Il y avait un accord. Vous semblez accorder une importance capitale aux voix portées par les observateurs internationaux au détriment de nos propres voix. Ce n'est pas réel. Moi, je suis d'accord avec l'expression des suffrages tel que indiqué à l'intérieur de nos États et le constat tel que ça a été proposé et institué à l'intérieur de ces mêmes États. Mais de là à les mettre de façon dans l'opposition, j'en suis pas aussi dans cette posture-là. Mais l'évidence est que nul n'a le monopole de la véracité par rapport à la clarté des résultats. Adam Thiam, honnêtement, il y a un problème. Parce qu'il ne faut pas se prendre pour un expert. Okay? Ni Etienne, ni vous, Sangaré. Il y a des Nations Unies. Non, moi je constate. Je constate que les Nations Unies. Je constate que les Nations Unies était accepté par les deux parties pour certifier l'élection. À partir du moment où c'est le cas, c'est qu'une institution internationale, elle est supérieure aux institutions ivoiriennes. Ça, c'est quand même clair. Et les mêmes Nations Unies, moi je ne suis pas choy, les mêmes Nations Unies ont dit Alassane Ouattara a gagné. Et qu'est-ce qu'on voit après? C'est une résistance qui a fait 3000 morts. On vous dit, il n'y a pas de doute que l'impératif de justice n'est pas négociable. S'il y a des gens recherchés du côté de Alassane Dramane Ouattara, il faut qu'ils répondent. Mais ce que je vous dis, c'est que ne faites pas comme si, ces deux personnes qui se sont retrouvées simplement et se sont bagarrées, et puis il y a 3000 morts. La responsabilité première du massacre de la Côte d'Ivoire incombe à la partie qui a refusé de reconnaître la certification des Nations Unies. Oui, Bamba, allez. Je ne sais pas s'il est encore intéressant d'appuyer le bouton là-dessus, mais je voulais simplement dire, vous n'étiez pas en Côte d'Ivoire, nous non plus. Alors sur quelle base vous dites ce que vous avez dit? C'est sur la base des documents officiels. Vous ne pouvez pas dire que l'autre camp n'avait pas gagné. Et nous avions des observateurs sur place. Nous sommes des Maliens. Nous avons une partie de nous-mêmes en Côte d'Ivoire. Nous savons comment l'élection s'est passée. Donc nous pensons et nous certifions aussi
que l'autre, Alassane, avait gagné. Ça, ce n'est pas l'ombre d'un doute. On ne peut pas certifier, en tout cas les Nations Unies. Non, parce que moi, je les parle là-bas, je le sais. Voilà. Oui, on a vu des résultats, on a des observateurs. Donc je termine. Non, Étienne, je n'ai pas terminé. Je termine. Donc je me dis, vous n'étiez pas là-bas, nous non plus. Mais on est parti sur la base des faits qui nous ont été relayés et sur la base du résultat tel qu'attesté par les Nations Unies. Alors, vous pouvez toujours remettre tout en cause, hein, mais si vous remettez tout en cause, sur quel fondement vous allez appuyer votre analyse? Merci. Sur quel fondement? Oui. Sur quel fondement? Ça, c'est la passion, mais pas la raison. C'est la passion, mais pas la raison. Mon propos n'est absolument pas, comme ils sont en train de l'insinuer, que tel camp a gagné, tel camp n'a pas gagné. C'est pas mon rôle de dire cela. Très bien. Mon rôle d'analyste, par contre, vous pouvez reconnaître qui a gagné dans une élection. Mon rôle, par contre, en tant qu'analyste, c'est de dire que quel que soit celui qui a gagné, des deux camps, ils ont fauté. Et s'il y a une justice, c'est que les autres. Vous allez me laisser parler ou pas? Essayer d'avancer. Étienne, c'est une question de respect. Je vous ai laissé parler. Étienne Fakaba, Étienne, vous avez la parole. Rapidement, vous terminez. Continue le débat. Pour terminer vraiment sur la question, pour dire essentiellement que si aujourd'hui il y a des choses à reprocher à l'un ou l'autre des camps, que c'est à la justice de trancher. C'est pas à nous, sur un plateau de télé, qui devons nous substituer à cette justice-là. Que s'il y a une question de responsabilité à situer, c'est à la justice de situer cette responsabilité. La Côte d'Ivoire est dotée d'institutions qui ont des pouvoirs. C'est un débat, chacun est libre de donner ses points de vue, ses opinions. Omar Sangaré, Alassane Ouattara réélu à plus de 80%. Il a eu quand même un gouvernement dans son premier quinquennat, un gouvernement presque constant. On peut s'attendre à l'entrée cette fois-ci de certains de ses opposants dans son futur gouvernement. Bon, réellement, la première mandature Alassane Dramane Ouattara est un fait, la seconde mandature en est une autre. Maintenant, le principe qui va s'engager par rapport à la nouvelle mandature, c'est quoi? Il y a des sujets sur lesquels Alassane est attendu et ceux qui ont fait, les sujets qui ont fait la faiblesse de son premier mandat. S'il parvient au moins à relever ces défis-là, il va s'inscrire dans la dynamique de reconnaissance des grandes figures politiques africaines et au-delà, même internationales. Maintenant, le véritable problème dans la lecture du contexte politique ivoirien réside aussi dans la nécessité de pouvoir comprendre les motivations et ceux qui ont accentué le fait que des différentes composantes partisanes se sont... Vous répondez à la question, est-ce qu'on peut s'attendre à l'entrée de l'opposition? Je suis en train de vous répondre, je suis juste là cohérent avec moi-même. Oui, bien sûr. On attend un renouveau et il va redonner à la Côte d'Ivoire l'embellie du pachyderme qu'il a eu au temps de Houphouët-Boigny. Et même au-delà, Alassane est en train d'inscrire la leçon ivoirienne sur d'autres colorations. Peut-être il est allé au-delà de l'obtention des bons résultats économiques. Il doit au moins resserrer le rang autour du tissu social qui jusque-là est déchiré. D'accord. Une autre investiture, mais cette fois-ci pour la présidentielle de 2016. Au Niger, le président Mahamadou Issoufou, investi candidat de son parti, le PNDS Taraya, pour la présidentielle de 2016, seul maître en lice dans cette course pour le fauteuil au titre du parti, une investiture à laquelle s'attendent des observateurs de la scène politique nigériane. Adam Thiam, là aussi on peut parler d'un bilan positif de Mahamadou Issoufou. Alors d'abord, le fait qu'il n'y avait pas de challenger était peut-être le reflet de l'unité du parti. Il y a eu des tentatives de débordement qui ont été très très vite maîtrisées, mais les camarades de Issoufou ont refusé la rupture parce que la particularité du PNDS, c'est qu'il a été créé entre Issoufou et d'autres qui sont là. Cette génération est là. Maintenant, ce n'est pas de surprise qu'il soit investi. Et ce que ses camarades lui ont dit, c'est que en raison de ses qualités intrinsèques qui n'ont pas spécifié lesquelles, mais on pense que c'est la sociabilité, la capacité d'écoute, ses qualités d'homme d'État, l'image améliorée du Niger, et la crédibilité renforcée du Niger, plus tous les acquis du programme de renaissance qui doivent être continués, qui font qu'effectivement, il a été à l'unanimité porté à la tête, candidat du parti à la présidentielle qui s'annonce. D'accord. Étienne Fakaba, un bilan positif pour le chef de l'État nigérien. Ce qui est clair, c'est que sur différents sentiers, il a des résultats.
Je prends pour exemple le classement de Transparency International sur lequel il a, pendant ces 4 dernières années, il a pu engranger plus de 30 points. Là, on va s'entendre. Hein. C'est là de notre... Non, il faut écouter la suite du raisonnement. Cela est un fait. Et un autre fait, c'est qu'aujourd'hui, sur le sentier de la sécurité, qui est aujourd'hui le cheval de bataille de tous les pays du Sahel, il a des résultats, il arrive en tout cas à contenir les groupes djihadistes, les groupes terroristes qui veulent déstabiliser le Sahel. Et l'autre résultat aussi, c'est malheureusement qui n'est pas en sa faveur, c'est la question de la liberté. Parce que aujourd'hui, son principal challenger est à l'exil. Et c'est lui qui peut être un poids dans cette élection qui s'annonce. Et aussi, à côté de cela, il y a un ensemble de voix aujourd'hui, que ce soit des formations politiques ou de la société civile, qui remettent en cause les conditions de préparation de cette élection. Donc, s'il veut participer à ces élections gagnées, il lui faudra d'abord revoir les conditions dans lesquelles ces élections-là sont en train de se tenir, parce que de toute évidence, les conditions ne sont pas encore réunies. Bamba, ses principaux adversaires à Mamadou, l'ancien président de l'Assemblée nationale, et Amadou Boubacar Sissé, accusent le président Issoufou de vouloir provoquer des scissions au sein de leur propre parti. Est-ce que ce n'est pas une fuite en avant? Non, moi je pense que c'est une fuite en avant. Quand un homme politique vous dit ça, c'est une fuite en avant. C'est dans l'ordre de la politique. Hein. Il fait sa politique pour gagner. Mais ce que je voulais simplement dire, c'est que l'enjeu principal, ça va être encore le même Takokele. Tout comme on a vu en Côte d'Ivoire, tout comme on a vu en Guinée, il va vouloir se faire élire au premier tour. Et là, il a des armes. Parce qu'il a en face les 3 autres candidats, l'ancien président de l'Assemblée, le président du parti Mayena FN Nassara, et puis MNSD. Alors, eux, ils ont déjà dirigé le pouvoir, ils étaient déjà au pouvoir. Et on sait le bilan qui a été le leur. Donc lui, il part favori sur la base du bilan qu'il a pu réaliser, en tout cas pendant ce premier mandat. Et moi, je pense que, comme il a dit, sur le sentier des infrastructures, sur le chantier de la sécurité, sur le chantier de la diplomatie, en tout cas, nous, Maliens, nous savons quel a été son engagement aux côtés du Mali ici. Donc, pour ces raisons, je pense qu'il part quand même très favori. Et encore une fois, il va vouloir faire exactement comme ce qui s'est passé en Guinée ou en Côte d'Ivoire. C'est l'enjeu fondamental pour lui de passer au premier tour. Et je pense qu'il a les armes pour ça aussi. Omar Sangaré, étant donné qu'Mamadou a des ennuis judiciaires, est-ce que l'ancien président Maman Ousmane, qui a été destitué par Maïna Sarabari après 3 ans à la présidence, n'est pas un challenger face à Issoufou? Non, d'abord, avant de répondre à votre question, j'aimerais un peu contrarier le doyen sur certains aspects. Je vais vous dire une chose. Oui, allez-y rapidement et vous c'est un répondez peu à la mal question. connaître les tenants et les aboutissants de la réalité politique nigériane que de se pencher sur une supposée victoire Takokele de Mamadou Issoufou. L'enjeu n'est pas ça. Il ne se donne même pas ça comme enjeu. Parce qu'il sait. Tout ce que vous avez dit, j'en suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ça n'adhère pas, ça n'emporte pas mon adhésion. D'autant plus que c'est une coalition qu'il a portée au pouvoir et quand on fait un peu l'estimation par rapport à la pesanteur électorale de son parti, il ne représente que 25%. Donc les trois ténors cumulés le dépassent largement sur le plan électoral. Donc il n'a pas de chance si on va sur un jeu électoral transparent qui se joue du poids des présenteurs de l'isoloir, il ne va pas gagner. Et pour répondre à votre question, Mamadou Issoufou... En 2010, Omar Sangaré, c'est même été avec lui en 2010. Bien sûr, c'est 25%. Ce n'est pas vrai. Bien sûr, mais bien sûr. Mais c'est une réalité. Mais c'est une réalité, je vais vous le donner après. Mais dis-moi, je vais vous le donner. C'est trop... Non, c'est à 25%. Oui, sur quelle base? Mais vous n'avez pas écouté la dernière interview donnée par Maman et Amadou sur les antennes. Il a dit, dans Médiamont, il a donné un rapport. Mais c'est des bonnes guerres, Omar Sangaré. Adam Tam réagissait. Mais je n'ai pas fini. Mais on ne m'interrompt pas en cours d'analyse. Oui, mais Omar Sangaré, soyez bref quand on vous pose des questions. Allez-y, s'il vous plaît. Allez-y. Mais par rapport à la monopolisation, répondez à la question. Répondez à la question, s'il vous plaît. Mais c'est que je vous dis. Répondez à la question. Je vais répondre à votre question. Allez-y. Le seul challenger, Amadou, est empêtré dans des ennuis judiciaires. Et c'est là où aussi je ne suis pas d'accord avec Etienne Fakaba. Mais bien sûr, son seul challenger. Mais du point de vue poids électoral, le MNSD Nassara... En 2011,
Issoufou Mamadou était en compétition, non pas avec Mamadou, mais avec Oumar Seyni. Donc, il faut dire ça. Oumar Seyni est encore au Niger. Hein. C'était lui le deuxième. Trois tendances importantes. Oui, allez-y, terminez. Mais Amadou est déjà empêtré dans des ennuis judiciaires. Il est même réfugié de l'autre côté du Niger. Même si, bon, ça, c'est des mots. Attendons qu'ils viennent. Hein, parce que déjà, le casserole judiciaire qu'il traîne derrière lui n'ont pas encore fini de se solder. Maintenant, ce que j'aimerais vous dire, et il est très clair aujourd'hui que les ambitions de Amadou vont grandiront. Mais au-delà de son territoire immédiat, il est en train de proférer, c'est de la surenchère de l'opposition. J'en sais pas, c'est un réel constat sur l'échiquier politique, ça va se sentir en 2016, mais est-ce que sa personne pourra-t-il s'opposer convenablement et avec autant de vigueur qu'il laisse présager face à la personne d'Issoufou et à son bilan costaud? Ça aussi, c'est une interrogation. Non, j'ai dit c'est un bilan costaud, mais au-delà, il y a des imperfections. Donc, non, ça ne suffit pas, il y a des imperfections. Les imperfections vont dans la corruption grandissante, dans la coterie du président, et il y a aussi un aspect qui vous échappe, qui semble vous échapper, c'est que réellement le système éducatif est défaillant. Le système agricole qu'il a prôné est défaillant. Le principe du respect des 3 N. Les Nigériens, on vous interrompt. Etienne Fakaba, vous avez la parole. J'ai fait 1 minute 30 et j'ai donné la parole. Simplement parce que c'était un tour de table. Et vous devriez venir, effectivement, aux acquis du président après. Et donc, la parole, je ne la redonne pas. Parce que simplement, je dis ceci. Allez-y, on vient à vous, Etienne. Oui. Allez-y, Adam Thiam. Ne nous empêtrons pas déjà dans l'élection. Essayons de voir simplement pourquoi il a été réinvesti par son parti et est-ce que ce qu'il déclare comme résultat est recevable. Et si vous voyez bien le document bilan du programme de Renaissance sur les 8 axes, mais franchement, c'est assez impressionnant qu'un pays sahélien ait pu réaliser ça. Et c'est pourquoi c'est important, effectivement, d'avoir l'œil sur ce qui se passe au Niger. Il ne faut pas nier tous les travers dont Sangaré a parlé, parce que la corruption ne disparaît pas d'un coup de baguette magique. Mais lui, il l'a dit, il y a eu quand même une amélioration de 30 et quelques points sur la gouvernance. Voilà, sur la gouvernance. Et le président que j'ai côtoyé, que je fréquentais, m'a dit ceci: franchement, moi, si j'ai le choix, je fais un gouvernement d'union nationale, simplement pour éviter les crises. Et c'est ce qui s'était passé. Hama Amadou, qui est aujourd'hui en exil, Hama Sissé, qui était ministre jusqu'à Essan, ils sont même quelque part comptables d'un bilan qui est assez élogieux. Et simplement, l'anecdote, c'est que il y a 2 ans, le programme d'emploi qui aujourd'hui déclare 600 000 créations d'emplois, dont 150 000 emplois permanents et le reste temporaire. En 2 ans simplement, ils ont recruté 500 médecins. Du coup, ça veut dire quoi? Qu'il y avait 500 médecins qui étaient au chômage. Hein. Et dans nos pays, c'est quand même grave. Et lui, il a brocardé le programme 3N, mais il me semble que c'est l'une des choses qui marche le mieux au Niger. À tel point que... il reste 3 minutes pour la fin de ce débat. C'est devenu pratiquement proverbial de dire au Niger que le Niger connaîtra la famine, les sécheresses, mais pas la famine. Et ça, c'est un des avantages de 3N. Dernier thème de ce débat, le président Macky Sall du Sénégal en colère contre le Fonds monétaire international, la pomme de la discorde, la publication du rapport de l'institution qui place le Sénégal au 25e rang des pays les plus pauvres au monde. En clair, Etienne Fakaba, vous qui êtes économiste, ça veut dire que le Sénégal est le pays qui produit le moins de richesses dans le monde. Qui produit le moins de richesses, certainement, mais aujourd'hui, ce rapport doit être relativisé, moi, de mon point de vue, parce que le Sénégal a failli être dans une crise avant les élections. Et en termes d'investissement direct étranger, en termes d'amélioration du cadre des affaires, en termes de révision du système fiscal sénégalais, il y a encore des efforts à faire. Donc
ce sont ces conditions économiques-là qui déterminent le résultat que le Sénégal vient d'avoir. Donc je ne comprends pas la crise de Macky Sall, parce que sur les 25 pays, il y a quand même le Mali, le Mali qui est en 17e position. Mais il n'y a pas eu de problème ici. Donc, oui, le Sénégal aurait peut-être pu échapper même à ce classement s'il y avait des efforts, bien entendu, opérés. D'accord. Bamba Youssouf, en 2012, le PIB par habitant au Sénégal était de $1048. Aujourd'hui, il est de 934 environ. Est-ce que ce coup de colère de Macky Sall se justifie? Moi, je voulais d'abord savoir pourquoi il est en colère. D'abord, la question fondamentale que l'on doit se poser, c'est la question des sources. Quelles sont les sources qui ont servi effectivement à faire ce classement? Est-ce qu'on a privilégié les sources nationales ou c'est les sources internationales? Si c'est les sources nationales et que lui sait le résultat qu'il a fait, il a le droit de s'énerver. Mais si ce n'est pas le cas, on a vu par exemple des pays comme le Nigeria qui sont passés devant comme première puissance économique africaine devant l'Afrique du Sud, juste sur la base de la méthode de calcul. Donc moi je dis pourquoi. Et d'ailleurs aussi au Sénégal, on n'a jamais en réalité accepté les rapports faits par les institutions internationales, tout comme le rapport Doing Business de 2014, c'était la même chose. Mais je voulais simplement dire qu'au Sénégal, au moins ça montre que dans ce pays, il y a un regard sur ce qui se passe concernant le pays. Nous, on est 17e. Ça, il faut inverser les... Non, voilà. Donc, il faut inverser. On a dit les 25 pays les plus pauvres. Donc, c'est le Burundi qui est le premier. Ça veut dire que c'est le dernier au bas. Alors, le Sénégal est 25e. Ça veut dire juste, il a suivi d'un peu pour que le Sénégal ne soit même pas dans le lot des pays les plus pauvres. Eux, ils sont 25e. Nous, on est 17e. Mais pourquoi ça a fait tant de tollé au Sénégal, pas au Mali? Est-ce que ce n'est pas aussi une façon de dire que quelque part, il y a une qualité de gouvernance qu'on a pas? Omar Sangaré, est-ce que là, à travers ce rapport à le Fonds monétaire international, ne pointe pas-t-il du doigt la question de gouvernance économique et sociale du président Macky Sall? Mais cela va de soi. Et c'est un principe, c'est ce que moi j'appelle les invariants économiques. Et d'ailleurs, la mauvaise cotation du Sénégal, et à travers laquelle Macky Sall a eu la réaction fâcheuse, moi je dirais tout simplement que cette estimation des fonds des instances internationales place la fâcherie de Macky Sall sous un double impact de lisibilité. Le premier impact de lisibilité, c'est que ça se justifie à la lumière des agrégats macroéconomiques. Et la réaction ne se justifie pas par rapport à la détérioration même de l'image de Macky Sall, en tant que ténor, en tant que régent du Sénégal, et en cela que tous les faisceaux qui concourent à l'amélioration du contexte économique sénégalais se trouvent aujourd'hui en berne. C'est-à-dire que ce pas des estimations qui sont tirées ex nihilo, ce n'est pas tiré comme ça n'importe comment. C'est des choses qui s'appuient sur des données réelles et qui trouvent leur véritable répondant dans des estimations fournies par les réels ratios économiques. Il nous reste, s'il vous plaît, la question à Adam Thiam, il nous reste une minute. Adam Thiam, parmi les 25 pays les plus pauvres au monde, il y a seulement 3 qui ne sont pas africains. C'est quoi? La mauvaise santé de l'économie africaine. Voilà. Oui, non, il y a quelques années, il y a 2-3 ans, les institutions internationales louaient l'Afrique et un continent en forte croissance. Dans les profondeurs des classements dans presque tout. Mais pour revenir au Sénégal, c'est que les Sénégalais sont connus pour être d'un nationalisme... je ne dirais pas comme Serge, ombrageux, mais sourcilleux. C'est pourquoi, pendant toutes ces années de crise, la question de la Casamance n'a jamais été inscrite ni à l'Union africaine, ni à l'ONU. Et le Sénégal a la diplomatie qu'il faut pour ça. Le coup de colère de Macky Sall se justifie. Il se justifie simplement parce que le Sénégal était 27e il y a 2 ans. Maintenant, il est 25e. Je ne remets même pas en cause les critères de classement du FMI, c'est-à-dire c'est de tout temps comme ça. Mais une des raisons pour lesquelles, effectivement, Macky Sall se fâche, c'est qu'il est étonnant qu'au moment où il parle du Sénégal émergent, le pays accuse une baisse une baisse de 2 points, qui est quand même assez... Mais un Sénégal émergent à l'horizon 2035? Alors, oui, mais d'accord, mais un Sénégal émergent à l'horizon 2035 ne recule pas en 2015, il avance. Hein, et c'est ça l'implication du rapport du Fonds monétaire, et ça me semble être la raison de la colère de Macky Sall. Merci, c'est la fin de ces débats du dimanche. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments à notre compagnie et à dimanche prochain.